Bonsoir à tous. Ce soir, à mes côtés, à nos côtés, David Rath. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, bonsoir Laetitia. Voilà, Laetitia, qui est une fois de plus à mes côtés pour relayer vos questions pour David. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions en commentaire. Et puis nous nous ferons une joie de les partager avec David. Donc David Rath, est-ce que vous connaissez David Rath? Eh, quand même. 25 albums en 15 ans, hein. On en parlait juste avant ensemble. David a fait ses débuts en 2006 avec la série Toxic Planet, 3 tomes parus autour d'un thème un peu, je pourrais pas dire écologie parce que enfin, c'est plus euh, environnemental, voilà, avec les conséquences de la pollution. Ensuite, l'année suivante, Voyage des Pères, une série qui a consacré sa carrière, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, prix international 2 fois de la BD chrétienne en 2008 et 2011. Ensuite, Magipour avec Olivier Jouvray. Ouais. Voilà. Après, on rembraye sur un second cycle du Voyage des Pères qui s'intitule L'Exode selon Yonah en 2011. Mhm. Les aventures extraordinaires du père Perlimpinpin en 2016. Donc c'était plutôt un album jeunesse. Voilà, Ouais, une avec. incartade dans l'édition jeunesse, aux éditions Paquet. Ou Chours, je sais plus, enfin Ouais, bah collection. c'est pas fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ma fille, mon enfant, ta première BD éditée chez Grand Angle Ouais. en Alors avant ça, il y a eu 2020. la série Mamada. Comment Mamada en 2013, pardon. Eh oui, oui, oui. Ah, 3 tomes chez Paquet également. trois tops. Voilà, donc première expérience chez Grand Angle en 2020 avec ma fille, mon enfant. Et Ouais. depuis, eh bien, tu as continué à éditer chez Grand Angle, donc avec Le Canonnier de la Tour Eiffel, qui est paru là il y a quelques mois, voilà, enfin Oui, voire il y a un mois même, hein, ouais, ouais, ouais. c'est C'est ça. vrai. Et puis Réfugiés climatiques et Castagnette, le tome 1, tome 1 sur 2 qui est paru il y a quelques jours là, il y a 3 jours je crois. Voilà, donc voilà pour la petite présentation de David Rath, qui a une bibliographie assez fournie pour le nombre d'années professionnelles donc dans le milieu. Donc, eh bien, moi je te propose donc de commencer ce live avec une première question. Mhm. Allez. Allez, c'est parti. Donc, on va parler tout d'abord de réfugiés climatiques. Donc, ça parle d'un possible futur où la population de pays développés serait forcée, enfin contrainte à l'exode à cause de la montée des eaux. L'écologie, c'est un thème ouais, qui semble te tenir à cœur. On retrouve, c'est pas la première fois qu'on le retrouve dans ta bibliographie, hein, n'est-ce C'est pas? vrai. Oui, c'est vrai. Je reconnais. Je reconnais que c'est un sujet qui revient un petit peu, qui est. Euh, alors, je sais pas si peut-être c'est un peu un hasard hein, quelque part, mais en tout cas c'est un sujet d'actualité, donc voilà, forcément c'est un sujet qui m'intéresse, mais puis là, comme ça fait longtemps que je n'avais pas parlé d'écologie, bah, c'était l'occasion de le faire à nouveau là. Voilà, ça devait me titiller un petit peu, je crois. Ouais. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est venu comme ça. Enfin, par rapport à la montée des eaux, qu'est-ce que tu t'es dit, tiens, il y a un truc à faire sur ce sujet? Bah, c'est un peu la Non? rencontre de deux sujets, si tu veux. C'était à la fois le sujet un peu humain de la rencontre des deux personnages principaux, voilà, de cette histoire, de Louis, ce jeune Parisien, et puis de cette grand-mère espagnole. Voilà, et c'est vrai que comment les mettre l'un en face de l'autre, bah, c'est vrai que la question voilà, du réchauffement climatique et des réfugiés climatiques, c'est un peu imposé à moi. Alors c'est certainement un petit peu inconscient tout ça, hein, mais je trouve que voilà, les deux choses allaient bien ensemble et voilà, me permettaient de raconter l'histoire que j'avais envie de raconter. Mhm. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un peu peut-être une envie de revenir un petit peu sur Toxic Planet et que voilà que j'ai un peu satisfait de cette façon-là. Voilà, peut-être. Il y a un peu de ça sans doute. Et est-ce que c'est aussi une façon
de questionner tes lecteurs, enfin par rapport à, on voit la population française là est contrainte pour les personnes qui ont, sans vraiment trop spoiler, mais voilà, c'est la base du récit, doivent accueillir des exilés. Voilà, Mhm. si leur habitation le permet, s'ils ont trop de pièces, voilà, d'accueillir des exilés, et on voit la réaction de certains qui s'offusquent de devoir ouvrir leurs portes à des personnes qui ont besoin d'un toit. Voilà, est-ce que c'est une façon aussi d'ouvrir le questionnement, de savoir comment on réagirait nous aussi à une telle situation? Oui, oui, sans doute. Alors c'est une façon un peu idéaliste quelque part d'imaginer qu'un jour les gouvernements pourraient prendre des mesures voilà, aussi radicales que celle-là, c'est-à-dire obliger, réquisitionner des surfaces habitables, quoi, voilà, on sait, alors, c'est un peu, oui, je dis que c'est un peu idéaliste parce qu'aujourd'hui, on n'arrive déjà pas à le faire avec les immeubles villes de Paris pour les gens qui sont sans abri. Ouais. Donc, quelque part, j'avoue que voilà, j'ai une vision certainement un peu positive, un peu, voilà, rêver de tout ça. Mais voilà, ça me plaisait bien d'imaginer que finalement, au bout d'un moment, on sera peut-être obligé de rendre la solidarité obligatoire de cette façon-là. Et quelle est la situation qui pourrait nous amener à ça? Ben, en effet, c'est les réfugiés climatiques. Alors malheureusement, je pense que voilà, le jour où ça arrivera, parce que je suis persuadé que ça va arriver un jour, que voilà, qu'on en sera vraiment rendu là. Et je pense que les gouvernements, il y aura certainement aucun gouvernement qui osera prendre ce genre de mesures aussi radicales parce que ce serait très impopulaire et très mauvais pour les élections. Mais voilà, c'est une façon peut-être de dire, bah, ouais, c'est peut-être ça la solution. Donc, préparons-nous-y déjà, Bon, après, comme au moins tu, psychologiquement. je crois dans le récit, si je dis pas de bêtises, c'est un peu l'Union européenne qui pousse aussi la France à prendre cette décision. Oui, en effet. Oui, oui, la France n'est pas tout à fait le bon élève dans Non? l'histoire. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, ils sont obligés C'est d'accepter ça. le principe. Parce qu'ils ont évité les exilés du continent africain. Ouais. Voilà. Dans l'histoire, Voilà. ils sont partis plutôt du côté des pays de l'Est. Et ton personnage principal, Louis, voilà, il a un toc. Et alors, pourquoi l'avoir affublé d'un toc? Bah, parce que c'était justement amusant enfin amusant. Les tocs, c'est pas amusant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Hmm. mais je trouvais ça intéressant en effet de confronter un personnage qui a des névroses, qui a une vraie blessure en tant que voilà, c'est un jeune homme hein, qui est de bonne famille, qui a tout pour être heureux, si ce n'est des bonnes relations avec ses parents. Et justement, voilà, on comprend dans l'histoire qu'il a des parents qui sont voilà, qui sont ce qu'ils sont, qui sont assez aisés. Son père était médecin, qui était voilà, c'était des gens assez bourgeois et pas très voilà, pas très affectueux, pas très affectueux. En effet, et on sent voilà, que c'est un garçon. D'ailleurs, sa sœur, Charlène, est un peu pareil. Hein. Ils en parlent d'ailleurs à un moment donné ensemble dans un McDo. Et voilà, il y a une souffrance, ou en tout cas, il y a eu un manque dans l'enfance. Et ça a créé chez ce garçon ça vraiment de dysfonctionnement affectif, on va dire. Et une manière d'exprimer ces dysfonctionnements, bah, c'est entre autres le fait qu'il ne s'engage pas envers sa petite amie Hmm. qui s'appelle Bérénice, avec qui voilà, à qui il n'a jamais proposé de venir emménager chez lui parce qu'il peut pas vivre, il peut vivre avec personne. En tout cas, voilà, il vit très très mal la cohabitation ou même ne serait-ce qu'envisager la cohabitation. Et en effet, alors c'est un peu un cliché les tocs, mais quelque part, je pense que c'est quelque chose qui nous, voilà, qui guette de plus en plus de monde et qui est une manière d'exprimer une certaine angoisse, en tout cas. Et je trouvais intéressant en effet que ce personnage-là exprime visuellement ses angoisses par le fait qu'il allume et il éteint les lumières 5 fois. Ouais. Voilà. Chaque fois qu'il sort d'une pièce, voire plus que ça, voire des multiples de 5 selon les situations. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle également avec Bérénice? C'est un peu le modèle de la mère de Louis. Elles sont un petit peu similaires, on va dire. Au moins dans leur et dans leur façon de voir les choses avec ces personnes qui arrivent d'autres pays. C'était un parti pris d'avoir fait cela. Alors c'est vrai que
j'avais pas réalisé à ce point-là, Ouais, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, la petite amie de Louis est un peu, voilà, c'est vraiment le copier-coller, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, voilà, elle est un peu du même modèle, du même acabit que sa mère. C'est une pareil, c'est une jeune fille qui est plutôt voilà d'un milieu bourgeois, un peu prout-prout, un peu voilà, pas super détendu, on va dire. Et en effet, c'est un peu, oui, c'est vrai il a retrouvé le même schéma en fait chez sa petite amie. Et ce qui est d'autant plus intéressant que justement, il se retrouve confronté à des gens qui arrivent d'Espagne, bon, à cette grand-mère, la petite fille de cette grand-mère, etc., qui sont ouais. dans un schéma psychologique et culturel totalement différent et carrément à l'opposé de ça, quoi. Mais c'est pas, voilà, mais Bérénice, c'est une fille bien quand même, hein. Elle est pas, voilà, il faut pas lui jeter la pierre. On verra dans le tome 2 que, voilà, elle a quand même c'est une fille attachante, mais qui, pareil, qui est le fruit tout comme Louis d'ailleurs, elle est le fruit de son éducation et du milieu Ouais. dans lequel elle a grandi, avec tout ce que ça peut avoir, parfois de positif, mais aussi parfois de négatif. Et on sent également que Louis, il est un peu perdu avec ses sentiments et que les possibilités amoureuses sont, il y en a plusieurs, quoi. On sait pas où tu vas le mener dans sa vie amoureuse. C'est quelque chose qui nous tient en haleine également pour la suite. Bah, tant mieux si ça te tient en haleine, c'est fait exprès. Voilà, c'est bien fait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Tatatat. La plupart du temps, pour revenir à ta bibliographie, tu as quasiment réalisé l'intégralité de tes albums. Tu as travaillé quelques fois en collaboration avec des scénaristes, on disait avec Olivier Jouvray, là sur le canonnier de la Tour Eiffel avec Hervé Richer et Jack Manini. Mais c'est vrai que tu travailles essentiellement seul. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a branché dans leur scénario qui t'a donné envie de travailler sur ces scénarios-là, plutôt que sur les tiens? Ah, alors c'est des cas un petit peu particuliers. Alors c'est vrai que j'ai tendance vraiment à écrire moi-même mes scénarios parce que tout simplement parce que j'ai plein de choses à raconter, et que voilà, et je sais que j'ai plein de scénarios en tête, hein, j'ai plein Ouais, d'idées, plein de choses qui sont en préparation et je sais que j'aurai pas le temps de tout faire. Donc donc je suis un peu dans une course voilà de pouvoir dessiner toutes les choses que j'ai envie de dessiner. Euh, c'est deux cas un petit peu très particuliers. Avec Olivier Jouvray, c'était une adaptation d'un roman hein, de Robert Silverberg qui s'appelle voilà, Le Château de Lord Valentin, qui fait partie du cycle de Magipour. Là, j'ai accepté de travailler avec un scénariste. C'était la toute première fois que je travaillais avec un scénariste, simplement parce que, alors, ça n'a rien à voir avec Olivier. Olivier, c'était un ami, c'était un copain déjà, et j'étais vraiment très ravi de travailler avec lui. Mais il se trouve que je suis un grand fan du roman d'origine. Et que à la base c'était pas voilà. Quand je dis qu'un grand fan, c'est vraiment un grand fan, c'est-à-dire que c'est Silverberg et je l'ai lu et je crois que j'ai lu à peu près tout ce qu'il a écrit qui a été traduit en français parce que malheureusement je lis pas l'anglais et l'un de mes fils porte le prénom du héros principal de cette série. C'est pas pour rien, c'est parce que voilà il est vraiment fan du roman. Et quand j'ai appris que le roman allait être publié, enfin allait être adapté en bande dessinée, moi j'ai vécu ça comme un sacrilège en réalité. Il se trouve que c'était Olivier Jouvray qui était aux commandes, donc bon, j'avais fait sa connaissance peu de temps avant, donc voilà, c'était un peu pardonné pour ça. Mais c'était pas moi le dessinateur qui était prévu à la base sur cet album-là. Il y avait un autre d'accord. dessinateur qui était prévu, avec qui les choses étaient engagées. Et j'avais dit à Olivier, écoute, moi je connais très bien cet univers-là, donc si jamais tu as besoin d'informations pour comprendre un petit peu voilà, le schéma politique et religieux de cet univers-là créé par Robert Spielberg, il pas à me demander, parce qu'en fait le bouquin qui a été adapté n'est qu'un bouquin au milieu d'une toute une série qui se passe 1000 ans avant et 1000 ans après cette histoire-là. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées forcément dans le bouquin. Et je lui avais dit, voilà, si tu as besoin, tu m'appelles, je t'aiguillerai. Et en effet, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois. Il m'a appelé parce qu'il y a des choses qu'il n'était pas sûr de bien saisir. Et moi, j'étais ravi de pouvoir lui étaler ma connaissance de cet univers-là. Un rôle de Et puis un jour, consultant. il m'a voilà, exactement. Et puis un jour, il m'a appelé en me disant, écoute, j'ai un truc à te proposer. Le dessinateur qui était prévu a été débarqué. Bon, il y a eu un désaccord avec l'éditeur, je n'ai pas les détails, peu importe. Donc du coup, on cherche un dessinateur, est-ce que ça t'intéresse?
Donc j'ai réfléchi une demi-seconde entre le fait de considérer toujours ça comme un sacrilège d'adapter ce bouquin-là en BD. Et puis je dis, bah, écoute, si quelqu'un doit le faire, autant que ce soit moi, quitte à ce que ce soit pas bien fait, ce soit un sous, voilà, je vais l'assumer. et, et voilà, mais je me suis régalé. Voilà. Donc voilà, avec Olivier, c'était vraiment, voilà, c'est dans ce cadre-là, si tu veux, c'est-à-dire que pratiquement je connaissais l'histoire mieux que lui. Mais lui, l'intérêt, c'est qu'il était capable de faire ce que moi, j'aurais été absolument incapable de faire, c'est faire des coupes dans l'histoire. Alors que moi, étant tellement fan de cet univers-là, j'aurais pas réussi. Tu l'aurais fait en 10 volumes. Voilà, par exemple, ce qui n'aurait absolument pas fonctionné. donc ça, c'est un petit peu particulier. Après, j'ai travaillé en effet à la fois avec Stéphanie Dunant-Pallas pour les aventures du Père Limpinpin, qui était un petit peu comme jeunesse, et puis Jack Manini et Hervé Richesse sur le Canyon de la Tour Eiffel, tout simplement parce que c'est des scénarios qui savent faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Stéphanie, parce qu'elle sait écrire pour les enfants, chose que moi, j'aimerais savoir faire, mais je ne sais pas faire du tout. C'est que j'ai toujours tendance à rajouter une dimension un peu second degré, etc., qui n'aurait pas du tout convenu. Et puis Hervé et Jack m'ont proposé de travailler sur le canyonnier de la Tour Eiffel. Ouais. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, au moment où je travaillais sur Ma fille, mon enfant avec les éditions Grand Angle. Et tout simplement parce que moi, c'est un univers, le début du siècle, que je connaissais très peu, qui ne m'intéressait pas forcément beaucoup. Moi, je suis plus à la rigueur intéressé par la période à partir des années 40 et après, les années 50, etc. Et je ne connaissais pas du tout, c'est la période 1900-1905. Et je me suis dit, si je dois faire un jour un album qui parle de cette période-là, moi, tout seul, je ne le ferai pas. Donc là, j'ai des gens qui savent le faire, qui me forcent à faire quelque chose d'aller dans un domaine dans une période que je maîtrise absolument pas. Donc j'ai pris ça à la fois comme une opportunité de faire quelque chose que moi je ferais pas tout seul, et puis comme un défi. Et en plus l'histoire me plaisait, donc tout allait bien, quoi. Et les deux scénaristes étaient humainement m'ont séduit, donc voilà ce qui m'a amené à cette collaboration-là. D'ailleurs, tu dis que t'es pas à l'aise forcément pour ce genre d'époque, mais quand on voit que tu passes du voyage des pères à des BD plus contemporaines, t'as quand même une certaine aisance pour dessiner les différentes époques. Oui, après, il suffit d'avoir de la bonne documentation et de se plonger dedans. Mais l'aisance, elle n'est pas forcément graphique, elle est psychologique, voilà. Je passe mon temps à relever des défis. Moi, je rappelle que quand je me suis lancé dans la BD, je m'étais dit jamais je ferai de gags, jamais je ferai de BD historique. Donc, toi, t'as fait un mélange de tout ça. Et finalement, je fais, voilà, quelque part, à chaque fois que je me dis je ferai pas ça, il y a une opportunité ou il y a une idée qui se présente et puis je me dis, après tout, finalement, c'est ça l'un des bonheurs de ce métier-là, c'est de faire des choses auxquelles on ne se prépare pas forcément et qu'on ne pensait pas de faire un jour, quoi. Ouais. D'accord. Alors, on va aller du côté de chez Laetitia qui a eu des retours. Voilà. Donc, Laetitia, à toi. Effectivement. Alors, du coup, bon, déjà, il y a Fabienne qui est là, comme tous les. Notre habituée. Bonjour Fabienne, elle voilà. Il y a Sandra Guerrero qui dit salut David Rath avec un grand sourire, donc j'imagine que vous devez vous certainement. Et il y a Florian GRD qui demande la date de parution du tome 2 est-elle déjà connue? Donc je pense que c'est pour réfugiés climatiques. Alors, le tome 2 de Réfugiés climatiques est prévu pour l'année prochaine. Alors, j'ai plus la date en tête, j'avoue, parce qu'en fait, j'ai plusieurs autres sorties qui sont prévues d'ici là. Ouais, on en parlera tout à l'heure, c'est vrai. Mais premier ou deuxième semestre, peut-être, je sais pas, cette année. Oui, je pense qu'on risque d'être sur le premier semestre. C'est le premier semestre 2022. C'est l'avantage, on n'attend pas trop longtemps avec toi. Oui. Bon, tant mieux. Tu travailles vite et bien. Merci. Donc voilà. Donc 2022. J'ai plus la date en tête, je reconnais. Je suis une passoire au niveau des dates et quand j'ai mon équipe qui me dit mais tu te rappelles c'est pour telle date? Ah bon? Oui c'est ça, ok. On en parlera tout à l'heure et c'est vrai que
très beaux projets à venir. Pour revenir tout à l'heure, tu parles, Laetitia, t'avais une autre réaction d'ailleurs ou pas? Juste Emmanuel Novak qui dit que David a l'air en pleine forme. Ah, merci Emmanuel. Voilà, Emmanuel, un adhérent de l'association, voilà, de la Rébrambule. Bonsoir Emmanuel. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure avec l'humour, les choses comme ça, le second degré également, ça se concrétise dans tes albums. Là, par exemple, avec les réactions de Bérénice et de la mère de Louis, on tombe dans les réactions qui sont un peu à l'excès. Enfin là, tu joues là-dessus en fait, et autant dans les mots que dans les visages, dans les expressions des visages, c'est quelque chose qui caractérise ton travail. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors c'est un peu une seconde nature. Hein. Voilà, je crois que j'arrive pas à faire autrement en fait. Ouais. Donc ouais, le second degré vient forcément à un moment donné. Bon après voilà, on est dans de la bande dessinée, donc quelque part j'aurais peut-être tendance à appuyer un peu certaines choses parce qu'il faut raconter des fois beaucoup de choses en peu de temps. Ouais. Finalement, chose que là, on serait dans le cadre d'un roman, par exemple, on aurait plus de temps pour établir les choses, mais en même temps, bon, voilà, je crois que ça fait partie de ma nature, donc là, pour le coup, je me laisse aller à ce que je sais faire et ce qui me vient naturellement. D'accord. Là, on va passer sur le canonnier de la Tour Eiffel, voilà, qui est sorti donc récemment. Et graphiquement, enfin, voilà, c'est l'époque fin des années 1800. Voilà, c'est la Tour Eiffel, c'est quelque chose de, c'est l'emblème un peu de la France, voilà. Est-ce que tu étais un petit peu je sais pas comment tu l'as abordé ce thème qui parle forcément à tout le monde, même si on connaissait pas là dans l'histoire forcément l'histoire du canon qui tirait les 12 coups de midi. C'est aussi l'occasion, cette BD, de découvrir un fait historique. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, Donc oui. voilà, comment tu t'es impliqué dans le projet et voilà par rapport au Je me suis, sujet. je me suis laissé surtout porter par le travail d'Hervé et de Jack, qui moi qui m'ont fourni un scénario fini, quoi, sur lequel moi je suis pas intervenu, si ce n'est peut-être pour un peu de mise en scène par moment, ou voilà, pour faire mon travail à moi d'illustrateur. Mais c'est vrai que c'est une période. En tout cas, le simple titre, le canonnier de la Tour Eiffel, moi, voilà, moi aussi m'a interpellé et m'a donné envie d'en savoir plus. Et en effet, moi, j'ignorais totalement cette anecdote que pendant 7 ans, entre 1900 et 1907, il y avait un canonnier au deuxième étage de la Tour Eiffel qui était là pour tous les jours à midi tirer un coup de canon dans le ciel de Paris, évidemment sans boulet, hein, évidemment. C'est ce qu'on pose de temps. Sinon, ça... En fait, il y avait un Parisien qui était chargé de la récupérer, le boulet. Et en fait, voilà, ça permettait aux gens de régler leur montre. Donc, en fait, ils marquaient l'heure. Et d'ailleurs, c'est de cette habitude-là, ou de cette activité-là, qu'est née l'expression sur le coup de midi ou midi pétante. D'accord. Voilà. Et alors pourquoi on sait pas grand-chose en réalité, hein, d'ailleurs sur ce sujet-là. Par qui il était missionné, qui déterminait quelle heure il était, etc. C'est des détails qu'on n'a pas jusqu'à présent. Mais en tout cas, c'était suffisamment anecdotique pour que ça soit la base d'une jolie histoire. Et c'est ce qui a motivé Jack et Hervé à partir là-dessus. Et puis ce qui m'a motivé moi aussi à participer à cette aventure-là. Et Jack, il est quand même réputé pour donner à ses dessinateurs des scènes de Paris, voilà, assez grandioses. Hein. Il y a Étienne Willem qui a testé avec la fille de l'exposition universelle. On en parlait dans un live précédemment. C'est vrai. Donc ouais. C'est vrai Et la doc, c'est toi qui l'as. Ils t'ont donné de la doc ou est-ce que t'as choisi, enfin t'as cherché toi-même de ton côté? Ça a été les deux. C'est-à-dire que Jack, qui était
un peu la caution historique, parce que c'est un auteur qui a une connaissance de cette période-là qui est vraiment très très étendue. D'ailleurs, il a beaucoup travaillé. Hein, je pense à sa série Estelle, par exemple, ou ou ce qu'il a fait sur Arthur Cravant, par exemple, il y a pas si longtemps. Voilà, c'est une période qu'il connaît vraiment très bien. Ouais. C'est un chineur en plus, hein, c'est-à-dire il doit avoir chez lui toutes sortes d'objets. Oui, il nous en a montré une partie, la mallette voilà. une mallette, oui, qu'il nous avait montré en rapport avec le 3e tome de la fille de l'exposition universelle. Ça m'étonne pas. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, j'avais un peu du mal à dessiner les chapeaux melons, par exemple, sur le canonnier, parce que voilà, le chapeau melon, on en a une vision très Tintin, quoi, du chapeau melon, mais en fait, c'est pas du tout ça. Et il voyait que j'étais un peu à la peine, et je disais, le problème, c'est quoi là? J'ai de la doc, mais je sais pas comment ça se porte, je sais pas. Donc, et quelques jours après, j'ai reçu une trentaine de photos de lui, sous tous les angles, avec un chapeau melon sur la tête. Donc d'ailleurs, voilà, j'ai ça dans un fichier de mon ordinateur avec des têtes de Jack Manini. Voilà, ça peut servir un jour, et qui soit assez sympa, mais qui m'ont permis de comprendre comment ça fonctionne un chapeau melon et jusqu'où ça rentre, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on imaginait. Donc voilà, donc Jack m'a fourni, je vais dire c'est même pas des centaines, c'est des milliers de documentations, des milliers de photos sur le Paris de cette époque-là, sur la façon dont les gens étaient habillés. Donc ça, c'est des recherches que lui m'a fournies. Ouais. Et puis il y a des recherches que j'ai fait de mon côté également. Donc j'ai acquis quelques ouvrages à la fois sur la Tour Eiffel, surtout un bouquin de photos du photographe Eugène Adjet, qui est un peu le photographe de cette époque-là et qui a photographié tous les quartiers de Paris entre 1899, bon je me trompe des dates, et 1914 en tout cas. Il a photographié tous les arrondissements de Paris et il existe un livre qui est épais comme ça, où on retrouve toutes ces photos-là classées par arrondissement et par rue. Donc c'est une mine d'informations phénoménale et extraordinaire. Puis après, il y a des choses que j'ai recherchées, par exemple, dans le prochain tome, La petite voleuse de la Tour Eiffel, qui sortira un peu plus tard, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, par exemple, il était question de fiacre à un moment donné, et moi j'avais envie de dessiner des voitures motorisées, et c'est là que j'ai découvert que, par exemple, en 1905, c'est là que sont apparus les premiers taxis motorisés, d'ailleurs de la société G7, qui existe toujours, d'ailleurs, qui est une fameuse taxi parisien, et qui ont eu les premières voitures Renault à moteur. Et c'était les premiers taxis à moteur de l'époque. Et dans le canonnier, par exemple, on voit à un moment donné également, en début d'album, on voit un cortège funéraire. Et donc, c'était prévu dans le scénario que ce soit un cortège classique avec les chevaux, etc., le corbillard à l'ancienne et tout ça. Et puis, je manquais un peu de place pour dessiner tout ça. Et en fait, j'ai découvert qu'à cette période-là, les Italiens avaient inventé des corbillards électriques et qui étaient disponibles également en France. Et en effet, en 1905, il y avait des corbillards électriques. Donc, comme quoi, on n'a rien inventé. Hein. Non, c'est clair. Et donc, je me suis amusé à utiliser cette documentation-là pour le canonnier de la Tour Eiffel, par exemple. Et concernant, là, tu m'as envoyé des visuels. Là, il y en a un qui passe actuellement avec Camille. Il y a une photo. En fait, tu t'es inspiré d'une photo pour créer le personnage de Camille. C'est une photo en noir et blanc, oui. Normal en même temps. Oui, de l'époque, oui. Voilà. Pourquoi cette photo? Enfin, je sais pas. C'est toi qui as trouvé la photo? C'est Jack et Hervé qui te les ont envoyé? Ouais, c'est Jack et Hervé. Alors, je sais plus lequel des deux. Je crois que c'est Jack en l'occurrence qui avait trouvé cette photo-là. Et c'est une suggestion qu'il m'avait fait, hein, parce qu'ils sont pas. Ils m'ont rien imposé, mais en effet, ils me disaient, tiens, voilà, que vous avez entouré ce personnage-là en mettant la mention Camille avec point d'interrogation. Bon, voilà, qui était un peu leur vision de ce personnage, et ça me plaisait bien aussi. Donc, en effet, j'ai eu, alors je te l'ai pas fourni, mais j'en ai eu la même chose pour le personnage de l'astronome, par exemple. Oui. Ça permettait de voir un petit peu, en même temps, voilà, quelles étaient les coupes de cheveux de l'époque, parce que le coupe de cheveux, l'astronome, il a une coupe de cheveux un peu improbable, mais ça existait vraiment. Donc là, on a l'astronome qui passe justement j'ai pas la photo, mais
Je Ouais, la diffusais photo, quoi. je l'ai plus, je l'ai pas retrouvée, Ouais. mais voilà, ça fait partie des indications qu'un scénariste peut donner au dessinateur pour le guider un petit peu, parce que le scénariste, forcément, surtout quand lui-même il est dessinateur comme Jack Manini, il a forcément lui il projette des images sur ce Mm. qu'il écrit. Et voilà, il m'en fait pas, mais voilà, mais il n'y a pas du tout d'obligation derrière. Hein. D'ailleurs, j'apprécie que Jack sache rester en retrait en tant que dessinateur, Ouais. même si son œil d'expert, à la fois dessinateur et de coloriste, est vraiment intéressant et ajoute beaucoup à mon travail. Mais en tout cas, voilà, ça faisait partie des quelques pistes. Voilà, sur le prochain tome, il y a une jeune fille, voilà, qui correspond un peu plus au fantasme féminin d'Hervé Richet, par exemple. Voilà, bon, j'espère qu'il m'en voudra pas de dire ça, mais, Alors là, mais, voilà, je pose l'illustration de couverture de la petite voleuse. On va, voilà. on va Bon, allez, juste aller voilà. Très- avant du côté bon. de chez Laetitia qui a des. Oui, j'ai écouté, j'ai pas osé interrompre tellement c'était intéressant. Euh, Sandra Guerrero nous dit qu'elle a appris plein de choses sur des métiers disparus dans la BD du canonnier. Donc, Ouais. a priori, enfin, moi je l'ai pas lu, honnêtement. Voilà, ça fait partie des lectures que je vais avoir. Mais du coup, si vous pouvez nous en dire plus sur ces métiers disparus, justement, et enfin, visiblement, vous avez fait quand même pas mal de recherches et beaucoup aussi donné par Jacques Manini, mais voilà. En effet, bah, c'est vrai que toute l'histoire tourne un peu autour de ces petits métiers qui aujourd'hui n'existent plus. Alors, il y a certains qu'on connaît, comme voilà ceux qui allumaient les réverbères, par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues. D'ailleurs, la frustration un peu, c'est que on n'a pas pu tout mettre. Il y en aurait certainement plus à rajouter. Mais par exemple, on a trouvé. Alors, tant du Jack et Hervé de leur côté, comme moi de mon côté, on a trouvé des vieux métiers qui n'existent plus, qui sont assez surprenants. Alors, par exemple, il y a des vendeurs d'éponges. Par exemple, d'ailleurs, on voit à un moment donné dans le canonnier, on voit un de ces personnages-là qui se baladait dans la rue et qui est couvert d'éponges. Et en fait, voilà, ils vendaient des éponges. On retrouve en effet les ramasseurs de mégots de cigarettes, en l'occurrence, c'est le Camille. métier de dans l'histoire, et qui revendaient voilà, le tabac après par des filières un petit peu plus ou moins légales. Mais il y a des choses qu'on n'a pas mises dans l'album, comme par exemple, il y a des trucs un peu fous. Par exemple, il y avait des ramasseurs de crottes de chiens. Alors ça peut paraître voilà, que c'est logique, mais en fait, c'était pas du tout pour les jeter. C'est qu'après, ils revendaient ces crottes de chiens aux tanneurs qui les utilisaient pour polir les gants. Par exemple, voilà. En l'occurrence, les gants blancs. Alors pourquoi les gants blancs, je ne sais pas, mais voilà, il faut savoir qu'à l'époque, les gants en cuir étaient tannés avec de la crotte de chien. J'ai trouvé un truc, par exemple, il y avait des moucheurs d'invalides. Donc, il y a des gens dont le travail était, en l'occurrence, d'aller moucher les invalides sans bras. D'ailleurs, c'est précisé, hein, moucheurs d'invalides sans bras. Donc, on comprend tout de suite voilà, quel était le travail de ces gens-là. Et en fait, il y avait toute une culture comme ça de la débrouille. Il faut quand même reconnaître qu'à cette époque-là, beaucoup de gens vivaient très, très, très pauvrement hein, et ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient manger le lendemain, ni même où ils allaient dormir. En réalité, il y avait quand même une grande misère même si on appelle ça la belle époque, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de misère. Et les gens trouvaient un petit peu tout ce qui était possible et imaginable pour vivre et ils ont inventé des métiers totalement improbables, mais qui avaient certainement leur utilité à l'époque et qui permettaient de gagner 4 sous, quoi. Donc avant les hommes sandwich, il y avait les hommes éponges. Il fallait que je le fasse. entre autres choses. Du coup, j'ai encore j'ai deux petites remarques et une question. Donc, j'ai une remarque de Mathéo Rat. Je me demande bien qui ça peut être quand même. Qui dit que c'est une des périodes historiques les plus intéressantes graphiquement. Et ça, c'est vrai que graphiquement, ça doit être hyper intéressant à faire une BD sur cette période-là. Voilà, Mathéo qui est mon fils et coloriste, voilà, il baigne là-dedans également depuis quelques mois et il découvre une époque forcément qu'il n'a pas connue, moi non plus d'ailleurs. Hein, Rassure-nous. Mais c'est assez intéressant et en tout cas il a aimé ça.
Et du coup, on a Geoffrey Girard qui dit aussi que Eugène Hadjé est une mine d'infos et d'inspiration pour les auteurs comme Éric Stalner et Cédric Simon qui se sont inspirés d'une de ses photos pour écrire l'histoire L'Oiseau Rare, qui est une BD chez Grand Angle également. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et du coup, il y avait, donc après je redonnerai la main à Nicolas parce que je suis sûre qu'il a plein de questions encore, mais il y avait une question de Fabienne qui demandait s'il y allait avoir une version ancrée des canons. Alors, une version ancrée, c'est-à-dire une version noir et blanc, c'est ça? C'est une bonne question. Oui, parce que sinon, les planches ont été ancrées. Je pense que ça doit être ça, mais... Fabienne, sois précise. Si jamais elle précise, je vous redirai ça si jamais elle précise. Ouais. Bon, du coup, alors, parle-nous de ce projet-là, du coup, enfin, ce projet, non, ça va se concrétiser, de la petite voleuse, ce qui est en quelque sorte un spin-off du canonnier de la Tour Eiffel. Mais oui, en fait, ça se passe quelques mois avant le canonnier de la Tour Eiffel. Le canonnier se passe au printemps 1905 et la petite voleuse se passe à l'automne 1904. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une suite. En réalité, ce sont deux histoires qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre, mais qui se déroulent dans le même contexte, dans la même période, au même endroit, puisque c'est lié encore à la Tour Eiffel, et qui permettent on recroise un certain nombre de personnages secondaires. En l'occurrence, on retrouve les trois Gousset qui d'ailleurs, pour la petite histoire, sont totalement inventés par Jack et Hervé, en fait, qui représentent le temps, quelque part. Voilà. Donc, en fait, ils n'existaient pas, ce que tu veux dire. Alors, les trois Gousset n'existaient pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne sait pas trop sur quelle base le canonnier se travaillait au niveau de l'heure, mais pour savoir exactement vraiment que c'était midi pile. Mais en tout cas, voilà, Jack et Hervé ont inventé ces trois personnages qui sont un peu des personnages poétiques, un peu iconoclastes comme ça, un peu surréalistes, pour symboliser voilà le temps qui passe et la nécessité de respecter le temps. Donc on retrouve ces trois personnages-là, on retrouve le ministre de la Mort qui existait bel et bien, qui par contre était un brocanteur célèbre à l'époque, qui avait aucun pouvoir ni particulier, qui était juste un brocanteur, mais qui jouait un peu d'une image comme ça un petit peu sombre, parce que tout simplement, il vidait les maisons des morts. Et il faisait son commerce là-dessus, voilà, et il revendait après dans sa boutique. Il avait une boutique qui était un bric-à-brac phénoménal, dans lequel il revendait les objets qu'il avait rachetés pour trois fois rien aux familles des décédés. Donc on retrouve ce personnage-là, voilà, puis on croise quelques autres à droite à gauche. Et on retrouve l'orphelinat, par exemple, qu'on voit au début, dans lequel j'ai perdu Valentine vend son lait. Ben voilà, c'est le théâtre aussi d'une histoire dans le deuxième tome. Donc voilà, ça se passe à cette époque-là, et ça se passe donc fin 1904, et il y a une histoire d'amour à nouveau entre deux personnages. Voilà, en l'occurrence une voleuse et un policier, et tout ça sur fond de ce qu'on a appelé à l'époque le scandale des casseroles ou le scandale des fiches, qui était un scandale politique, alors j'en dirai pas beaucoup plus, mais qui a failli faire tomber la Troisième République en réalité. Et là on a le fond de cette histoire qui sert un petit peu de fond par rapport à cette autre histoire d'amour qui va se dérouler en 1904. Voilà. Bon, Jack et Hervé en parleraient bien mieux que moi, c'est eux les scénaristes, mais voilà, en gros, de quoi il s'agit. Les trois Gousset, d'ailleurs, pour revenir à la façon dont tu mets en scène les personnages, c'est vraiment trois personnages qui sont complètement décalés et qui, malgré qu'ils soient précis dans le temps, mais ils sont décalés dans leur approche, dans la façon d'être présentés. Et ce qui permet de donner lieu à des scènes énormes, quoi. Enfin, on est mort de rire quand on lit ces scènes-là, parce que ça donne lieu à des pas des quiproquos, mais un peu des situations un peu ubuesques. Ouais, ils sont truculents ces personnages-là. C'est un peu un mélange des Dupont, de Laurel et Hardy. Il y en a un qui ressemble un peu à Landru. Enfin, voilà, c'est des personnages qui sont habillés les trois pareils en noir avec chapeau melon, dont un qui a un chapeau trop petit.
Mais là, ça vient vraiment des dialogues qui ont été vraiment mis en place par Jack et Hervé, qui étaient vraiment vraiment auxquels j'ai pas changé une ligne, et qui, par la musicalité des dialogues, le rythme des dialogues qu'ils ont su leur donner, a induit forcément des physiques très particuliers, et puis une espèce de scénographie comme ça, dans leur façon de se déplacer, de parler, de finir les phrases les uns des autres. Là, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment le scénario qui a induit le look et l'attitude de ces personnages-là. Ouais. Ils ont un peu aussi le look, on va dire des Blues Brothers, mais un petit peu, tu sais, habillés en noir et tout ça. Oui, en effet. Et un petit mot sur ta collaboration avec ton fils, justement, Mathéo, qui travaille avec toi depuis le deuxième cycle du Voyage des Pères. Ouais. Voilà, n'hésite pas à... En fait, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Dans la mesure où lui, il a fait des études d'infographie. Et une fois qu'il a eu terminé ses études, moi, c'était au moment où j'arrêtais de travailler avec des coloristes. Jusqu'à présent, j'avais toujours travaillé avec des coloristes, que ce soit Sylvie Sabater sur Toxic Planet, la première partie du Voyage des Pères, et ensuite Myriam Lavial. Et puis il se trouve que tout simplement il y a eu un problème de planning. Tout simplement, Myriam, qui était ma coloriste attitrée entre guillemets aux éditions Paquet à cette époque-là, avait à la fois des petits problèmes de santé qui l'obligeaient à limiter ses activités. Et puis on s'est retrouvé que pour des changements de planning, elle avait un album à faire. Pour lequel elle s'était engagée, en plus pour un dessinateur que je lui avais recommandé, donc en plus c'est de ma faute, en plus je m'étais tiré une balle dans le pied. Je lui avais dit, ce dessinateur cherchait une coloriste, je lui avais dit écoute, travaille avec Myriam, tu verras, c'est génial et tout ça, donc j'avais vraiment fait l'article et en l'occurrence ils ont travaillé ensemble, sauf que j'avais pas prévu que, moi j'ai eu un décalage sur mon album et du coup elle pouvait plus travailler pour les deux, donc j'ai dit écoute, t'inquiète pas, t'as commencé à travailler avec Emmanuel, c'est Emmanuel Despujols en l'occurrence sur le 10e peuple. Écoute, continue, tu t'es engagé, il n'y a pas de problème, continue. Moi, j'ai trouvé une autre solution et j'avais cette autre possibilité de travailler avec Mathéo. Il se trouve que j'avais juste fait avant, j'avais travaillé sur le Perlimpinpin, dans lequel j'avais fait les couleurs tout seul pour la première fois. Je m'étais lancé. Donc j'avais vu que finalement même si j'avais aucune formation de coloriste, c'était quelque chose que j'avais fui jusqu'à ce moment-là parce que je me sentais pas capable. Je me suis dit c'est sympa à faire finalement. Et Myriam m'avait aidé justement parce qu'en plus elle est prof aux Beaux-Arts, donc tu vois, elle m'avait donné quelques coups. Mais je me sentais pas forcément tout seul d'aborder la colorisation d'un album complet. Et j'ai proposé à Mathéo à ce moment-là, qui lui avait des connaissances techniques que je n'avais pas, parce qu'il sortait tout droit de sa formation d'infographiste. Je lui ai dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse ça ensemble? Tu t'occupes des aplats, de la mise en couleur à la Tintin, on va dire. Donc vraiment des aplats et tout ça. Tu t'occupes de la partie technique. Et puis moi, derrière, je viendrai rajouter ma petite touche avec des lumières, avec des ombres, un petit peu, une partie qui touche un petit peu plus au dessin. Et puis on a fait l'essai. On a fait l'essai comme ça, en se disant, on verra bien ce que ça donne. Et puis ça nous a plu, ça a fonctionné. On s'est amélioré aussi avec le temps. Et voilà. Et depuis, on continue comme ça. Et j'avoue que j'aurais du mal aujourd'hui à travailler différemment, en tout cas. Donc, voilà, et c'est transformé. Voilà, et c'est transformé. Et vous en êtes à combien d'albums en commun? Bonne question. On a fait, non? Oui, on a fait 4 voyages des pères. 3 voyages des pères, pardon. On a travaillé sur le dernier tome de Mamada, je crois, ensemble. Il pourrait me le dire. Hein. Elle peut nous le dire en commentaire. Oui, on est bientôt à une dizaine d'albums. Ouais. C'est une collaboration fructueuse. Tu peux nous envoyer. Et ce qui permet aussi d'avoir plus rapidement, vu que vous partagez cette tâche de la couleur, d'avoir aussi une sortie plus rapide. Plutôt que si tu devais faire les couleurs tout seul, voilà. Ah oui, c'est un gain de temps également. Oui. Merci Mathéo. Merci Mathéo. Du coup, je propose qu'on embraye sur une autre de tes sorties à venir. C'est un nouveau cycle du Voyage des Pères, et donc qui parlera de Noé.
Oui, en effet. Eh ben, à toi. Ah, alors, en effet, là, c'est vrai qu'il y a plusieurs sorties qui sont prévues. Donc, pour la suite du canonnier de la Tour Eiffel, donc le petit volet de la Tour Eiffel, c'est prévu en septembre. D'ailleurs, je suis très très à la bourre en ce moment, très en retard. Je cours, mais bon, c'est un peu le lot de tous les auteurs de BD, on finit toujours par courir à la fin. Et en effet, là, il y a quelques mois, j'ai attaqué en parallèle à tout ça, parce que j'aime bien travailler sur plusieurs albums en même temps. Et bon, j'ai Ah oui? commencé à travailler sur le voyage des pères, en même temps que la fin de Réfugiés climatiques et en même temps que la petite voleuse de la Tour Eiffel. T'arrives à passer d'un genre à un autre, enfin d'un style à un autre, parce que c'est pas du tout les mêmes époques. Oui, en effet, mais justement, j'adore ça, Mhm. passer d'un truc à un autre, parce que justement, quand je commence à fatiguer un petit peu, parce que le dessin de bande dessinée, voilà, c'est pas toujours exaltant, c'est pas toujours passionnant. Il y a des jours où on a envie de dessiner, puis des jours où on n'a pas envie du tout. Ouais. Voilà, quand on passe entre 12 et 16 heures par jour à dessiner, il y a des jours où franchement, voilà, c'est pas, bon, on va pas se plaindre hein, non plus. Hein, Non. voilà, c'est pas du travail d'usine, hein, mais voilà, à un moment donné, c'est contraignant aussi. Mm. Donc le fait de changer d'univers, de passer le matin d'être sur un univers et puis l'après-midi sur un autre, ou d'être pendant 3 jours Mm. sur le début voilà, sur un album réaliste et puis de passer 3 jours après sur un album humoristique, ça permet à la fois de se renouveler, de changer les idées et puis de moins subir le ralentissement qu'il peut y avoir par moment quand justement on fatigue sur un Ouais. univers. Et c'est une perte de temps phénoménale dans ces moments-là parce voilà, on patauge un peu, on n'est pas motivé et forcément on va prendre beaucoup plus de temps à dessiner les choses. Donc des fois, il vaut mieux laisser un petit peu de côté pendant quelques heures ou quelques jours un univers et puis repartir sur un autre totalement différent qui va nous enthousiasmer à ce moment-là parce qu'on l'a pas touché depuis quelques jours. Et puis voilà. Puis moi, en tout cas, c'est un peu la recette que j'ai adoptée depuis pas mal d'années Ouais. qui me va bien et qui fait partie des privilèges de ce métier-là, c'est de pouvoir changer l'époque voilà, Ouais. complètement et le style graphique d'une minute à l'autre en réalité, selon mon envie ou selon les besoins si on est très en retard. Mais c'est Euh, justement l'avantage que tu as de oui, travailler assez vite, parce que tu peux hmm, passer de l'un à l'autre. Parce que quand un dessinateur fait un album par an, forcément, t'as l'éditeur derrière qui lui dit alors t'en es où? Je pense il a des délais à tenir. Alors que toi, t'arrives à travailler assez vite pour justement jongler entre les deux, voire trois albums. c'est vrai. Et en même temps, c'est parce que je jongle que je peux travailler assez vite. Voilà. Pour Donc justement tu ce qui vas peut-être m'évite le donner des phénomène pistes. de lassitude Ouais. qu'on peut ressentir par moment. Donc finalement c'est un truc qui se nourrit, voilà, mais qui est assez, c'est un cercle vertueux quelque part. Et donc voilà, donc en effet depuis quelques mois j'ai commencé à travailler sur le troisième cycle du Voyage des Pères, donc qui s'appellera Noé, donc qui va raconter en 2 tomes cette histoire-là. Mhm. Euh, euh, donc alors c'est un album que j'ai laissé un tout petit peu de côté ces 2 derniers mois parce que justement il y avait une priorité à donner sur la petite voleuse de la Tour Eiffel que là je suis en train de terminer et qui part chez l'imprimeur dans 5 semaines je crois. Donc il y a encore beaucoup de travail voilà, à faire. Il me reste 5 semaines pour faire à peu près 10 semaines de travail, mais ça va le faire. Et, et, donc voilà, mais j'ai hâte de revenir. D'ailleurs, ça commence à me manquer. L'univers du Voyage des Pères commence à me manquer parce que ça Ouais. fait plusieurs semaines que j'y ai pas touché et ça me démange. Et donc voilà, donc ça c'est un album qui est prévu. Le premier tome est prévu pour le mois de février, si je ne m'abuse, 2022, voilà. Et ce Voilà. Chez sera le Paquet. premier tome chez Paquet à nouveau. Voilà. Je reste fidèle aussi aux éditions Paquet. Maintenant, je suis fidèle à 2 éditeurs. Voilà. Et Euh, est-ce que tu t'imaginais aller aussi loin dans cette série quand tu as sorti ton premier album? Est-ce que tu te voyais développer autant cet univers, quoi? Ah non, pas du tout, pas du tout, du tout. D'ailleurs, à tel point que même le premier album, on était vraiment. Moi, je me rappelle quand j'ai fait ce premier album du Voyage des Pères, donc c'était en 2006 parce qu'il est sorti en 2007. Ouais. Euh, alors c'était un album qui a été vraiment fait sur l'enthousiasme. Voilà, j'avais
D'ailleurs, j'ai souvent raconté un petit peu comment le projet s'était monté. C'est-à-dire que j'ai eu cette idée-là un jour et j'ai envoyé à Pierre Paquet, donc le patron des éditions Paquet, le projet en disant, ben voilà, écoute, j'ai une idée, ça s'appelle Le Voyage des Pères. C'était la première chose que je lui ai dit et la seule chose que je lui ai dit pour commencer. Et il m'a dit, bah, le titre est bon, mais de quoi ça parle? Et je lui ai expliqué en 7 lignes, et puis voilà, ça raconte ça. Ça raconte l'histoire des pères des apôtres qui partent à la recherche de leur gamin, ils sont pas contents, et ils arrivent toujours en retard. Et ça, c'est le pitch. Et je lui dis, je ne sais pas comment je vais raconter ça, je ne sais pas encore quel style de dessin, mais je sais que ça va être humoristique, et j'ai besoin d'y aller comme ça. Et il m'a signé un contrat là-dessus. Pour 3 ou 4, 3 tomes, hein, je crois, non? Ouais, sur 3 tomes. Au début, je pensais que ce serait 2 tomes, et c'est lui-même qui m'a dit après, non, tu as de la matière pour faire 3 tomes. Et il a tout à fait raison. Et il n'avait pas une ligne de scénario, il n'avait pas un dessin, il n'avait rien. Et je lui ai dit, écoute, laisse-moi travailler, et je te montrerai quand je considérerai que c'est prêt. Et en effet, je lui ai montré l'album, alors qu'il continue, qu'il payait les planches, hein, d'ailleurs. Ouais. Je lui ai montré l'album, l'album était fait à moitié. Je lui ai dit, voilà, ça donne ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, ça passe ou ça casse, et ça lui a plu beaucoup, donc on a pu continuer. Mais une fois que l'album a été terminé, franchement, pour tout dire, parce que voilà, les éditeurs après ils réfléchissent sur le positionnement d'un album, à qui on va le vendre, etc. Et franchement, on savait pas du tout à qui on allait le vendre parce qu'on savait pas qui allait acheter ça. Et on était persuadé que ce serait un four phénoménal, que ce serait une catastrophe. D'ailleurs, le premier tirage il a été tiré à 3000 exemplaires et on était persuadé que si on arrivait à vendre les 3000 exemplaires, on aurait de quoi être content. Et on a été vraiment très très surpris de voir qu'il y a eu c'est un album qui a bien marché, une série qui a très bien marché. Et vraiment, on s'y attendait pas. Donc à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer une seule seconde qu'en effet, presque 15 ans après, je serais encore en train de travailler sur cette série-là, évidemment. Et puis en plus, c'était ta deuxième série. Enfin, tu n'avais qu'un album de Toxic Planet à cette époque-là. Oui, il y avait 1 ou 2 albums de Toxic Planet qui étaient sortis et c'est tout. Et j'étais un illustre inconnu. Je ne crois pas. Ça ne veut pas dire que je suis connu aujourd'hui, mais disons que j'étais dans le milieu de la BD. C'était vraiment mes premiers pas, quoi. Donc on a été vraiment très très surpris du succès que cette série a eu. Et après, c'était vraiment ce qui m'a donné envie de poursuivre, c'est que je me suis vraiment beaucoup beaucoup attaché à cet univers-là, et que quand le 3e album a été terminé, mais j'étais malheureux comme les pierres. Ouais. Parce que je n'avais pas envie que ça s'arrête, j'avais envie de continuer à raconter des choses sur cet univers-là, et j'ai cherché des moyens de le faire. Et voilà comment les autres saisons ou les autres époques sont nées. D'accord. Du coup, on a une réponse de Mathéo. Il dit 9 albums ensemble en comptant Réfugiés climatiques. Ah ben voilà, excellent. Et Fabienne a précisé aussi par rapport à sa question tout à l'heure sur savoir s'il y aurait une version ancrée des canons. C'était bien savoir s'il y aurait une version en noir et blanc. Noir et blanc. Alors, pas que je sache. Mais ça me plairait bien. Donc, Fabienne, il faut écrire aux éditions Bambou. Mais lui dis pas ça, elle va être capable de le faire. Très bien, très bien. Et Fabienne, contacte tous tes amis pour qu'ils fassent de même. Voilà. Exactement. Et du coup, il y a Emmanuel Novak qui demande si l'arrivée chez Bambou, c'est un refus de Pierre Paquet qui a fait que tu as changé d'éditeur. Non, pas du tout, pas du tout, du tout. C'était vraiment une envie de ma part alors non pas de changer d'éditeur, mais d'élargir, on va dire, mon champ de travail. Avant, j'avais travaillé avec les éditions Soleil, par exemple. Je trouve que c'est toujours intéressant de pas avoir tous ses œufs dans le même panier. L'expression, consacré un peu, mais j'avais envie de nouvelles rencontres, et surtout j'avais ces projets-là que sont à la fois Ma fille, mon enfant et Réfugiés climatiques. C'est des projets que j'avais en tête, j'en ai d'autres d'ailleurs, et qui selon moi s'inscrivaient assez bien dans la collection Grand Angle, ouais, carrément. Voilà, que je suivais depuis quelques années. Alors, je n'avais pas encore fait à ce moment-là la démarche de les contacter, parce qu'il se trouve que j'étais bien occupé aux éditions Paquet.
Mais voilà, il y a eu un peu une concordance un peu des événements. C'est-à-dire que je me suis retrouvé il y a 3 ans au festival de la BD, pardon, à la fête du livre, à la fête de la bande dessinée à Bruxelles. Et là, je retrouve Jim, qui est un ami. Mais voilà, moi, mes amis dans la bande dessinée, moi, on se voit en festival, en fait. J'avoue que voilà, je suis incorrigible pour ça. Je garde pas le contact, très peu le contact en dehors, parce que j'ai pas le temps. Et puis, voilà, puis que je suis pas quelqu'un qui suit sur les réseaux sociaux, donc je suis toujours un peu largué par rapport à ça. Mais voilà, Jim, c'est un auteur avec qui j'avais sympathisé dans plusieurs festivals des années précédentes, enfin, à d'autres années. Puis là, ça faisait au moins 4 ou 5 ans qu'on s'était pas vus, et donc on s'est retrouvés ensemble le vendredi soir à dîner dans un restaurant avec Philippe Berthet en l'occurrence aussi et Dominique David et on était les quatre et puis on a renoué le lien et puis Jim voilà, on parlait de nos projets et tout ça et Jim me dit écoute, il faudrait que je te présente Hervé Richet parce que je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Je dis bah écoute si tu veux et dès le lendemain matin là c'était fait, on s'est présenté et puis ça a matché tout de suite. J'étais flatté parce que je suis allé voir Hervé en disant voilà, je me suis présenté à lui comme un jeune débutant en disant ben voilà, écoutez, bonjour, je m'appelle David Rath, je fais de la BD, tout ça. Il me dit bah oui, bien sûr, je vous connais. Ah bon, ah super. et, et je dis ben voilà, j'aurais quelques envies en ce moment de scénario de BD un tout petit peu plus réaliste sur des sujets un peu plus d'actualité, enfin voilà, et plus sérieux entre guillemets, en tout cas pas sur de l'humour pur. Et est-ce que ça pourrait vous intéresser? Et voilà, il m'a répondu oui tout de suite. Quelques mois après, je suis allé voir les éditions Bambou et autour d'une bonne table de restaurant entre Hervé Richet, Olivier Sulpice et puis quelques personnes de l'équipe Bambou. Je leur ai raconté 4 scénarios que j'avais en tête, et dont le réfugié climatique, dont ma fille, mon enfant. Et à la fin du repas, Olivier m'a dit banco pour les 4. Donc il a fallu décider par lequel je commençais, tout simplement. Et voilà, et bon, ça a été une rencontre humaine avant toute chose. Et d'ailleurs, depuis, ça se passe vraiment très, très, très bien avec toute l'équipe de chez Bambou. Voilà. Tu as assuré ton avenir professionnel pour les 2-3 prochaines années, en tout cas. J'ai du travail pour, Voilà. pour quelques Ah, années. t'as pas besoin de te poser de questions. Tu as des projets déjà placés. Mais je m'en pose quand même, ça n'empêche pas de s'en poser. Hein. Ouais, et puis bah oui, pour partir sur d'autres choses après, bien sûr. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et pour revenir à Noé, c'est prévu en combien de tomes? Alors, c'est prévu en 2 tomes, en effet. Donc, comme j'ai dit, le premier sortira au mois de février l'année prochaine et le suivant devrait sortir à l'automne de la même année, 2022 D'accord. également. Ah oui. Donc, c'est un univers que je suis ravi de retrouver, qui m'enchante beaucoup et puis qui m'amuse énormément. Donc voilà. Et c'est partagé, hein. Je pense que, en tout cas, moi, en tant que lecteur de la série, je valide. Je valide. Merci. Laetitia, est-ce que tu as eu encore des remarques, d'autres Alors, retours avant qu'on se quitte? J'ai une dernière question de Sandra Guerrero qui demande à quand une version en espagnol de l'album Réfugiés climatiques? Eh ben pareil, Sandra, il faut faire comme Fabienne, il faut écrire aux éditions. D'ailleurs, Fabienne a dit qu'elle en était capable. Hein, Oui, c'est bien pour ça que je le disais tout à l'heure, j'en suis certain. Donc voilà, sinon moi j'ai rien de plus du côté des questions des internautes. D'accord. Bon, après les versions étrangères, c'est pas qu'on est toujours les auteurs les derniers informés, mais des fois on a les bonnes surprises. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une version néerlandaise de Ma fille, mon enfant. Voilà, dont j'avais pas entendu parler, mais j'étais ravi de la recevoir. Donc oui, pourquoi pas en espagnol, réfugié climatique. On verra. Mais bon, je pense que les gens de chez Boncoût, ils travaillent dans ce sens-là, ils le font très bien. Je leur fais confiance. J'ai une petite question de plus du coup de Florian qui demande, c'est peut-être un peu prématuré, mais avez-vous d'autres projets de BD en lien plus ou moins direct avec l'écologie? C'est une bonne question. Ah, c'est une bonne question. Peut-être
pas directement. Peut-être pas directement. Alors, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets, en effet. Il y a même, voilà, je suis un tout petit peu titillé par l'envie de faire un quatrième Toxic Planet, par exemple. Je sais que Ah, les éditions Paquet m'ont posé la question il y a quelques années. Et bon, voilà, c'est pas du tout, il y a rien il y a absolument rien de concret à ce niveau-là, parce que voilà, c'est le genre de BD c'est très particulier, c'est du gag, donc faut vraiment se remettre dedans. Mais bon, voilà, il y a des petites idées. Mais alors, je ne sais pas si ça se concrétisera de cette façon-là, ou si peut-être ça peut donner des idées pour des albums sur l'écologie différents. Voilà, il y a rien je m'interdis rien à ce niveau-là. Il n'y a rien pour l'instant de très précis de prévu, même si l'écologie est toujours un petit peu quelque part, voilà, en filigrane derrière, parce que là je suis en train de penser aux deux autres projets que j'ai chez Bambou et qui quelque part, ouais, il y a un tout petit peu d'écologie quand même dedans. Donc bon, oui, allez. Je ne sais pas si c'est très clair comme réponse, hein, je suis il y désolé, aura de mais, l'écologie. mais on ne sait jamais, on sait jamais. Des fois, il suffit d'en parler pour que justement les idées viennent. D'ailleurs, j'ai souvent des idées qui me sont venues suite à des questions de lecteurs. Donc pourquoi pas, Bah, pourquoi pas, c'était on ne sait l'occasion jamais. ce soir de te Ouais, ouais, lancer ouais, sur exactement. le sujet. Ok. Bon, bah, en tout cas, j'ai été ravi d'avoir avec nous ce soir pour ce live. Merci beaucoup, David. Avec Euh, plaisir, c'était agréable. je suis impatient et je ne pense pas être le seul bah, à découvrir bah, la suite de Réfugiés climatiques et Castagnettes, entre autres, hein, et puis toutes tes autres sorties, bien évidemment. Donc, on va te laisser retourner à ta planche. Non, on est samedi soir, ça va. Mais en tout Non, cas, je si, tu retournes à ta planche juste après? Ah, oui, 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 oui. D'accord, ok. Mais je suis très Bon, en retard, je te disais tout à l'heure, je suis très en retard, donc là, chaque minute compte. alors David est très en retard, mais il nous a quand même fait l'amitié de nous consacrer 1 heure quand même. Et ça, c'est tout à son honneur. On le remercie. Et puis, Avec bah, plaisir. donc, merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Et puis, bah, on se donne rendez-vous tout bientôt dans un nouveau live. Et puis, en attendant, vous pouvez toujours retrouver nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Voilà. À bientôt. Bonne Ciao. soirée.